Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des racines aux étoiles. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage de l'univers celtique et de la sagesse des druides avec la rencontre d'un homme, je dirais au parcours singulier, une personnalité unique qu'on surnomme l'électro-chaman. Il est à la fois herboriste, pharmacien, musicien, écrivain, très créatif, et c'est un druide contemporain. Donc dans un monde qui cherche souvent à opposer l'intuition et la raison, la matière et l'esprit, la science et la spiritualité, eh bien j'ai trouvé vraiment à la fois utile et en même temps magique de pouvoir encore une fois sur ce podcast avoir des personnalités qui permettent de retisser, de recréer du lien entre ces différents mondes. J'ai nommé donc Pascal Lamour. Il porte en plus un nom qui est en soi très poétique aussi. Bienvenue Pascal, comment vas-tu? Je vais bien. Je trouve que ce portrait est très bien. Je suis toujours un peu étonné quand les gens me présentent parce que, en fait, je me rends pas compte. Moi, je vis dans mon monde avec mes traditions et je me rends pas compte. Mais écoute, c'est bien. Merci. Merci d'être là. Voilà, tout au long de cet épisode, on va aborder différents sujets, à la fois de ton univers, comment toi t'en es venu à là, et puis en même temps, comment ceux qui t'écoutent peuvent se relier davantage à la médecine. Je dirais, c'est une médecine du vivant, l'approche des Celtes. Et puis peut-être aussi, puisqu'il y a plusieurs outils finalement, on a dans l'univers celtique à la fois de la musique. Donc toi, c'est vrai que tu coches un peu toutes les cases. Il y a à la fois chez toi l'aspect musicien, tu es multimusicien justement, et puis tu te relies aussi beaucoup aux rituels saisonniers avec les éléments. Donc je pense aussi que pour nos auditeurs, ils pourront peut-être aussi grâce à toi trouver peut-être un chemin d'ouverture, de prédilection pour entrer un petit peu dans la magie celtique au quotidien. Oui, 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 bien sûr. Après, j'attends que tu abordes les sujets, puis je vais Ça répondre aux Donc sujets, aux toi, déjà questions. justement, comment tu t'es engagé dans la voie druidique? J'ai vu que tu avais quand même un pied dans une famille d'agriculteurs. Donc est-ce que c'est déjà ce lien à la terre? Ton père aussi, je crois, qui était vétérinaire? Alors, en fait, je me présente moi très simplement en disant, je vivais dans une ferme complètement isolée, j'y suis toujours, hein, parce que là on y est, comme on est au bout de la route, il se passe pas grand-chose en fait, donc je vis un peu en autarcie avec mes parents qui parlent des plantes, qui parlent de l'autre monde, et ma mère fait le tour des carnets de chant en permanence. Donc je vis avec ça, et puis on parle en breton évidemment, et je me dis: «Quand je serai grand, je ferai de la musique pour voir un peu, à améliorer tout ça. J'irai faire des études de pharmacie pour améliorer les plantes, et puis, l'autre monde là, j'irai voir dans le monde s'il y a bien un autre monde, en fait». Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par, faire des études de pharmacie effectivement pour compléter cette, tradition. J'ai fait le conservatoire de musique et je me suis intéressé à l'informatique musicale, la musique ambiante, et cetera. Puis, être avec un peu des musiciens de rock, de funk, de reggae, pour découvrir un autre monde. Et après, je me suis passionné évidemment pour tout ce qui est ésotérisme, et tout ça m'a amené au bout du compte au druidisme, mais j'y étais sans le savoir. Ça veut dire que les premières fois qu'on m'a proposé de rentrer dans un cercle druidique, j'ai dit non, parce que je voyais pas trop ce que j'allais faire et je savais pas, et je voulais aussi découvrir d'autres choses. Et puis, arrivé à un moment, je me suis dit: «Bah oui, en fait, c'est plus simple, je vis avec ça déjà». Donc c'est un ensemble à la fois de vie à la campagne, de vie avec des parents très ouverts sur un monde, qui des fois va très loin dans l'imaginaire et dans l'au-delà. Et puis c'est aussi, la volonté d'aller au bout des savoirs qui étaient un peu, je dirais, à l'état brut, quoi. Donc après de compléter ça en faisant des différentes formations, et ça donne ce que je suis aujourd'hui. Parce que tu as quand même à la base un bac scientifique, donc on pourrait dire que tu as quand même un cerveau qui est capable de raisonner. Tu es quand même allé jusqu'au doctorat, hein, il me semble, quand j'ai Oui, regardé c'est ton ça. parcours. Oui, oui.
Moi, je trouve que ça demande une discipline déjà de se plonger comme ça dans les études. Et pendant ces études, donc, tu étais aussi attiré par la musique, les instruments déjà un petit peu plus celtiques Alors, ou... bah, j'ai fait en parallèle en fait, c'est-à-dire que Ouais, j'ai commencé pendant que j'étais surtout voilà ado, j'ai commencé à faire de la musique traditionnelle au contact de ma mère, donc c'est elle qui m'a appris. Donc j'ai appris vraiment la méthode traditionnelle avec ma mère était extrêmement exigeante, donc on a appris ça bien, je pense. Et puis ça rigolait pas quoi, c'était pas ça plaisantait pas trop. Et puis après, tout le chant non tempéré, les musiques arythmiques, enfin, et cetera. Et puis, en parallèle, j'ai fait donc ces études classiques et en parallèle aussi des études effectivement, doctorat de pharmacie pour avoir un point de vue, un peu scientifique autour de ça. Alors, c'est pas incompatible du tout, c'est-à-dire que, le raisonnement, est le même dans le sérieux et dans la dynamique de l'imaginaire que dans le monde, pour moi, il y a pas de différence, en fait. C'est-à-dire que j'ai appris, depuis que je suis enfant à vivre entre plein de mondes, plusieurs mondes et pour moi, le réel et l'imaginaire, il y a pas de limite. Enfin, c'est la même chose et simplement, je dirais que la démarche scientifique n'a pas forcément été capable pour l'instant, quoique, d'aborder ces comment ces bon, on va dire ces différents états. Mais, là, en ce moment, je travaille sur un nouveau bouquin et j'ai réfléchi un peu ce que les neurosciences peuvent apporter à l'imaginaire. Donc la démarche scientifique dans un cadre, druidique et surtout, ésotérique et puis, pareil avec la musique, c'est-à-dire que finalement, la musique des plantes, la musique, des sphères de Platon, c'est la même chose. Tout ça, c'est un même monde. Simplement, les gens mettent des barrières parce que, ils cherchent pas à comprendre ni d'un côté ni de l'autre, alors qu'en fait, il y a des liens évidents. Et tout mon objectif, moi, c'est de justement de faire le lien entre la tradition et l'aspect le plus quantique finalement de la science contemporaine. Mhm. Ok, et justement, ben, le rôle d'un druide au XXIe siècle, pour toi, en fait, c'est quoi? Heu, je sais pas si, s'il y a un rôle en fait. Il y a des rencontres et il y a des traditions et il y a des secteurs, heu, où on peut intervenir. Ça veut dire qu'on peut très bien, faire un travail druidique dans le sens des cérémonies et cetera, donc du néméton fermé, on peut faire ça. Ça c'est l'aboutissement ésotérique de l'initiation. Ça c'est une chose, mais en même temps, qu'est-ce que je fais en tant que druide? Ben là, je fais mon boulot de druide avec vous, par exemple. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, je vais en parler, parce que, pour pouvoir parler de quelque chose, il est mieux quand même qu'on le connaisse. Donc, heu, finalement, être druide, c'est être capable de parler de druidisme aussi, tout simplement. Mais c'est surtout de pouvoir mettre à la disposition des gens des choses simples pour qu'ils puissent comprendre le monde qui les entoure. Moi, c'est ça qui m'importe. Je défends pas spécialement, un rôle particulier, j'ai pas de vérité à donner. Hem, ce qui m'importe, c'est la communication, la transmission parce que, je le vois dans le cadre de mon travail de consultation, de musique, de concert, de tout ce que vous voulez. Je vois très bien que les gens, sont en demande et le problème, c'est que la réponse n'est pas en face la plupart du temps ou très souvent et donc moi, j'essaye de mettre des limites à la connaissance, c'est-à-dire que voilà, ça commence là, ça finit là, le reste, bah, c'est en cours, en réalité et il y a par contre, il y a pas de règles. Il y a pas de on dit pas: «C'est comme ça», on dit pas: «J'ai raison», on dit pas, «Je sais», on dit pas ça. On dit, «Bah, écoutez, le ce que vous me dites m'intéresse beaucoup, je vais réfléchir avec vous sur ce qu'on peut faire et votre questionnement est le même que le mien, simplement il se trouve que j'ai un peu avancé dans ces questions et on va les partager». C'est ça un druide aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a des connaissances, mais il est pas là pour faire, je dirais, l'inventaire des connaissances en question. Je mets les connaissances à disposition du questionnement des gens qui sont en face de moi, donc juste dans cette limite-là. Donc il y a beaucoup d'humilité et puis peut-être aussi que c'est une sagesse de l'expérience aussi, puisque à travers la musique, il y a aussi la vibration qui parle d'elle-même. Tu fais aussi des concerts. Donc, Oui, la oui. transmission peut se faire parfois directement par la musique, j'imagine. Bah, la transmission, elle se fait avec tout.
elle se fait par les conférences, la musique, la vidéo, les posts que je fais toutes les semaines sur TikTok ou sur YouTube. Effectivement, mais c'est pas qu'une histoire de transmission, c'est aussi une histoire de posture, effectivement. C'est-à-dire que euh, tu dis, il n'y a pas de vérité, enfin, il faut l'humilité. De toute façon, c'est pas compliqué. S'il n'y a pas d'humilité, on se casse la gueule, hein. Ça, il n'y a pas. Les gens qui savent tout, j'en connais malheureusement, et en particulier dans le druidisme, c'est juste ça fait avancer rien du tout. Les gens les plus magiques que j'ai rencontrés dans ma vie et les plus impressionnants, qui m'ont beaucoup impressionné, c'est les gens qui étaient les plus humbles. C'est-à-dire que pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont, etc., il faut vraiment aller les chercher, les écouter. Ils sont plus là pour vous écouter vous et donner quelques informations qui vont pouvoir servir aux personnes. Pour moi, c'est ça le druidisme. C'est pas parce qu'on sait des choses qu'on est des malins, et c'est pas parce qu'on les sait qu'il faille les, les sortir du carnet systématiquement. Mais je pense qu'il faut trouver des moyens ludiques aussi pour répondre à la question. Ce sont bien sûr les conférences et tout ça, mais c'est pas toujours très ludique. Ce sont donc la musique, oui. Les tirages d'oracle, par exemple, c'est intéressant parce que c'est rigolo et en même temps, ça permet aux gens de découvrir par les cartes ce qu'est le druidisme. Et puis, il y a tout le côté échange de postes en tout genre. C'est drôle parce que, bon, des fois on se marre, des fois c'est bien, des fois il y a plein de gens qui regardent, des fois pas et tout. C'est les algorithmes qui nous parlent. C'est très drôle. Moi, j'ai envie de m'amuser en fait aussi. C'est pas non plus qu'un truc très sérieux où on ferait que donner des leçons de sagesse aux gens, ce qu'on n'est pas, quoi. Moi, j'aime bien aussi que les choses soient drôles. Ouais, 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 on retrouve ça un petit peu, dans l'archétype du trickster, c'est cet enseignant un petit peu qui arrive, et qui va apprendre, ou alors, mettre un petit peu jeter, un petit peu, le pavé dans la mare, j'ai envie de dire, mais en tout cas, poser des vérités, mais toujours un petit peu avec un ton, de l'humour ou de l'enfant taquin. Et je trouve que dans tes vidéos, ça ressort beaucoup quand même. Il y a un côté, je m'amuse effectivement. Ouais, 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 ouais. Cela dit, quand même, par exemple, moi, quand j'ai réactivé, j'ai envie de dire aussi, c'est savoir un petit peu qu'on peut tous avoir un petit peu en mémoire avec les plantes, ce côté chaman, où on est tous finalement, entre guillemets, avec des sens et dans une capacité à s'ouvrir aussi, à recevoir davantage la communication avec des mondes plus invisibles, avec les éléments. Eh bien, figure-toi que j'avais acheté ton livre, L'herbier des druides. Donc, dans ce livre, justement, il y a quand même des savoirs autour des plantes avec, je dirais, des plantes clés, quoi, qui permettent aussi de se rendre compte que dans la plante, il n'y a pas que de la biochimie. Il y a différents mondes aussi, donc on peut se relier aux plantes à travers trois mondes. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux auditeurs comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en fait, dans le alors, c'est un peu quelque chose que j'ai exposé dans ce livre-là parce que c'est aussi un outil pour moi pour travailler, un peu, structurer la pensée pour pouvoir s'en servir. Donc j'ai observé qu'en prenant tous les textes depuis l'Antiquité, donc j'ai repris les textes latins et grecs qui parlent des druides, donc je les ai retraduits. J'ai pris tous les textes irlandais, les textes brittoniques, les textes en latin à partir du Moyen Âge et aussi toute leur correspondance brittonique. Donc c'est tout un monde en fait. Et dans ce monde, j'ai observé qu'il y avait bien trois tendances, donc trois mondes, le monde du corps, le monde des esprits et le monde de l'âme. Et tout tournait autour de ça. C'est-à-dire que ça peut être la philosophie, ça peut être la littérature, ça peut être le légendaire, ça peut être tout tourne autour de ce ternaire-là, et en particulier les plantes, effectivement. Premier monde, c'est le monde du corps, c'est les plantes qui soignent le corps, comment elles font pour agir. Le deuxième monde, c'est le monde des esprits. Ça veut dire que les plantes sont un intermédiaire pour
pour franchir le monde du corps et atteindre au monde supérieur. Donc, c'est les plantes pour leur capacité de protection, c'est les plantes de l'eau, etc. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est quand vous êtes sur une barque, c'est pas vous qui menez le mouvement, vous en avez deux, vous avez votre mouvement sur la barque, vous avez aussi la barque qui se déplace. Donc, vous êtes en lien avec un monde intermédiaire. C'est le monde des esprits, c'est le monde des corrigans, des fées, etc. Pour moi, tout ce qui est monde de l'eau, quoi. Et donc, c'est un monde où on n'est pas dans le troisième monde des âmes, on est encore dans un monde intermédiaire. Et c'est sur ce monde-là qui vous permet de modifier le terrain des humains quand vous n'êtes pas capable de le faire. Par exemple, dans les légendes, c'est souvent la lavandière. Et elle vous dit, si vous parlez avec elle, elle va vous mettre un coup de maillet. Et si vous l'embêtez, elle va laver votre propre linceul. Ça veut dire qu'en fait, elle représente le passage entre le premier monde et le deuxième monde. Donc, c'est l'accès au monde des esprits qui peuvent vous aider à transformer le monde des humains. C'est la tradition, finalement, du côté magique, quoi, de la tradition. Donc, c'est la femme non pas sorcière, mais magicienne, cette fois, c'est celle qui est capable de transformer le monde des humains, de dire, voilà, toi, l'esprit que vous voulez, est-ce que tu peux m'aider à soigner ma mère parce qu'elle est malade et la science n'arrive plus à rien? Est-ce que toi, esprit, tu peux m'aider? Donc, c'est les dieux, les esprits, etc. Vous mettez là ce que vous voulez. C'est tout ce qui n'est pas du monde du corps, mais qui permet de transformer le premier monde. Et le troisième monde, c'est le monde des âmes. Donc là, c'est les plantes, c'est le côté psychotrope des plantes traditionnelles et des champignons que les anciens connaissaient très très bien, les druides. Alors moi, j'utilise ça sous forme homéopathique parce qu'évidemment, je ne vais pas les conseiller aux gens comment prendre des champignons hallucinogènes et des plantes du troisième monde, hein, comme la belladone, datura, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas mon objet, mais dans la tradition, ça existe. En tout cas, c'est le lien avec les dieux et c'est le monde final, donc qui est le début d'un cycle qui recommence. Ça marche comme ça. Ça marche avec trois mondes. OK. Donc, Les les ancêtres, plantes de protection, justement, l'invocation aux ancêtres, par exemple, tu les places c'est le dans le monde, deuxième monde. le Le deuxième. deuxième monde. Ouais. OK. Le monde supérieur, le troisième monde, c'est le monde des dieux, c'est le monde blanc, c'est le monde auquel on n'a pas accès autre que par des substances psychotropes ou par la mort et faire les différents trajets qui partent du monde du corps, la fin, le monde des esprits, puis le monde des âmes. Donc c'est vraiment un monde auquel on n'a pas accès théoriquement à partir du premier monde dans lequel on est. Et le deuxième monde, c'est les plantes aussi pour leur capacité de protection. Et donc j'ai fait des enquêtes pendant une trentaine d'années à peu près, d'aller dans dans les habitations des anciens sur toute la Bretagne et de voir qu'est-ce qu'ils mettaient comme arbres et comme plantes autour de chez eux et pourquoi ils le faisaient. Et je me suis bien rendu compte que c'est pas une démonstration scientifique, mais c'est quand même un élément statistique qui m'a permis de voir qu'il y avait des constantes. Et quand je ramène les constantes à la tradition et la tradition au texte de tout l'imaginaire arthurien, tout le mythe arthurien, donc Geoffroy de Monmouth, et quand je regarde ses correspondances, je regarde les médecins gallois et les traditions irlandaises, et puis Dioscoride et l'Antiquité, bah, je croise en fait des éléments extrêmement précis, statistiques cette fois, mais symboliques, qui me permettent de dire, tiens, nos ancêtres ont utilisé telle plante pour se protéger de telle manière, ils ne savaient pas pourquoi, mais en tout cas, ils avaient constaté que ça fonctionnait. Et c'est pareil pour l'aspect thérapeutique, c'est que c'est des plantes qui ont une vocation symbolique, et dans la symbolique, quand on la met en rapport avec le monde, on voit les communautés. Alors, je vais vous prendre un exemple que vous connaissez sans doute, et c'est pas un druide qui l'a fait, donc c'est très bien. Il y a deux exemples. Il y a le docteur Bach et il y a Rudolf Steiner. Ces deux exemples. Ils sont extérieurs au druidisme, donc j'ai pas de souci avec ça. Et en fait, les druides ont dit qu'il y a des plantes anticancéreuses du premier monde. Ils les ont nommées. Donc, ils appelaient pas ça anticancéreux, on est d'accord, mais en tout cas, ils en ont parlé. L'if, le gui, la fougère mâle, etc. L'IF, bon, la démonstration a été faite. On a défini depuis longtemps les principes actifs du gui, qui est un anticancéreux fondamental du 21e siècle. Mais surtout, quand Steiner a dit au départ, quand il a créé la médecine anthroposophique avec le gui, il n'est pas parti de la vocation, de l'aspect thérapeutique du gui, qui était connu,
il est parti de l'aspect symbolique en disant: «Tiens, le ghee ressemble étonnamment à quelque chose qui pourrait ressembler à, une transformation, cancéreuse de la peau ou des organes» et cetera, et ça a rejoint, Paracels dans sa théorie des signatures, et il a défini l'anthroposophie, la première médecine anthroposophique, qui a trouvé, depuis quelques mois là, une finalité scientifique cette fois, parce que maintenant on a pu extraire un certain nombre de principes actifs du ghee, et on s'est rendu compte que c'est très récent ça, qu'on avait, non seulement, là c'est du principe actif, c'est plus de l'homéopathie, là on est sur des structures pondérables, et là on s'est rendu compte que ça, on avait un résultat extrêmement intéressant sur la limitation du développement de certaines cellules cancéreuses dans certains types de maladies, d'une part, et d'autre part, cette thérapeutique-là limitait les problématiques liées au cancer lui-même, en ralentissant, un certain nombre de progressions, d'une part, et puis aussi en diminuant la température du corps, ce qui évite d'avoir des effets secondaires avec les traitements, divers. Donc là, en fait, tout ce on connaissait sur le ghee, et là, encore une fois, cette symbolique que moi je connais depuis longtemps et qui arrive du druidisme, elle a été utilisée par Steiner, et aujourd'hui, les médecins anthroposophes et non anthroposophes qui utilisent la médecine allopathique cette fois, donc du ghee sous forme pondérable, j'insiste bien, donc ce sont des extraits extrêmement précis, continue à utiliser la méthode de Steiner, en l'indiquant à des patients en fonction de leur origine, en fonction de leur type de cancer, en fonction de leur personnalité, et cetera. Donc c'est une intégration, totalement double de la phytothérapie dans un cadre en oncologie, mais cette fois, encore une fois, avec des principes actifs. Donc on a une méthode, de phytothérapie traditionnelle, parce que le ghee de chêne est extrait évidemment, c'est des récoltes de ghee, de lesquelles on extrait les principes actifs. Donc l'if, c'est pareil, hein, on part des aiguilles d'if, donc on reste Parce dans que un l'essentiel à dans la base, à part la peau, donc c'est un alors arbre. l'if c'est toxique, tout l'arbre est toxique sauf le fruit, c'est-à-dire la rille. La peau et le fruit, sauf les graines. Donc, il faut faire bien attention qu'il n'y ait pas de graines. Et donc, c'est la même chose, c'est que pour pouvoir synthétiser les taxols, on part aussi des aiguilles de l'if. Donc, ce sont des thérapeutiques complètement nouvelles qui intègrent dans leur thérapeutique des principes actifs qui sont extraits de substances naturelles. Donc, c'est de l'hémisynthèse, parce qu'une fois qu'on les extrait et sont transformés, pour avoir des molécules plus puissantes et pour pouvoir réduire des dosages, avoir moins d'effets secondaires. Et on reste dans une approche toujours ancienne, hein, assez ancienne, que le druidisme avait sur la symbolique, que Steiner a su observer, et Dr Bach c'est pareil, et qui sont appliqués dans la thérapeutique contemporaine. Donc c'est là qu'on voit que cette médecine des ancêtres très ancienne que j'ai essayé un peu de synthétiser et de démontrer, au fur et à mesure, elle rentre dans la science contemporaine, et la science est obligée de se d'observer qu'effectivement, Viscum album pini, donc du pin, ou Viscum album mali du pommier, ou Quercus du chêne, on les donne pas aux mêmes personnes de la même manière, pour la même maladie, de la même façon, en fonction du caractère, et cetera, et on met des doses proportionnelles en fonction du caractère de la personne. Donc voilà le type de médecine qui va tirer parti de nos enseignements dans les années qui viendront. Très bien. Mais justement, est-ce que tu penses pas qu'avec, cet avènement de la science, même à travers, où les plantes, ce qui était reçu par les anciens de manière, plus intuitive, parce qu'eux étaient encore très en relation avec les arbres, avec les plantes. Est-ce que tu penses pas finalement qu'on va peut-être arriver avec quelque chose d'industriel, qui nous couperait un petit peu de la relation avec l'esprit, du vivant, du règne Alors c'est le végétal? risque. Alors, Ouais. c'est le risque, bien sûr, c'est le risque. Moi, dans les 2 exemples que j'ai donnés, je les ai pas choisis par hasard. C'est-à-dire, j'ai pas pris, l'acide acétylsalicylique qui a été synthétisé, à partir du saule ou de la reine des prés, et aujourd'hui, on fabrique ces produits, mais de manière entièrement synthétique. J'ai pris ces 2 exemples parce que, ils pour l'instant, en tout cas, ils gardent un lien avec la réalité thérapeutique et originelle des plantes.
Le gros problème, mais c'est pour tout ça, c'est qu'à un moment ou un autre, le risque, il est qu'on prenne la ressource comme un dû, la ressource naturelle comme un dû, évidemment. Mais ça, malheureusement, moi, je reste en lien avec la tradition et je la mets à disposition. Maintenant, si les gens et les entreprises font ce genre de transformation, là, malheureusement, on ne peut pas éviter. Mais ça, c'est vrai pour tout, absolument tout. C'est vrai surtout actuellement, là, on assiste quand même depuis quelques semaines, quelques mois, à la destruction totale de tout un tas de professions, de gens qui étaient en contact avec des traditions, etc., qui vont totalement disparaître parce que l'IA fait leur boulot. Là, moi, j'assiste à ça en permanence. Et le moratoire qui devait y avoir au niveau mondial, c'est pas fait. Et total, on est en train de perdre de la ressource à une vitesse très rapide. Et surtout, la ressource risque de ne plus appartenir à personne. Donc notre rôle à nous, c'est de dire oui, d'accord, on peut échanger sur ces sujets, mais il faut s'arrêter avant qu'on passe à la destruction. Parce que c'est ça, en fait. Il y a un moment donné, si on coupe, on détruit, hein. Garder une éthique, quoi. Ah bah ça, c'est indispensable de toute façon, mais je pense que c'est toujours le problème de l'industriel. C'est René Guénon qui disait qu'on est en train de confondre science et industrie. Moi, je défends la science, je défends pas l'industrie. Dans votre question, je parle science, je parle pas industrie. Oui, Et la exact. plupart du temps, les gens avec qui je parle, on a cette discussion et on se rend compte que ça soit pour la philosophie, alors on parle de mystique, les gens confondent avec la philosophie, par exemple. Quand on parle de, mmh, enfin, d'ésotérisme, et cetera, les gens confondent avec la philosophie également, voire avec l'occultisme. Et on a la même chose avec la science où moi je parle de science, je parle pas Mmh. d'industrie. À partir Ouais. du moment où l'industrie s'approprie la science, moi là, je suis absolument plus d'accord. Et, et donc, je fais bien la nuance. Donc, je précise bien pour les auditeurs, par rapport aux questions que tu me poses, je réponds en termes de druide qui s'intéresse à la science et qui Oui, fait le lien du oui. mieux possible pour justifier l'un et l'autre dans un rapport scientifique, dans une nature respectée et respectable, avec une éthique druidique qui est très simple, c'est que le druide vit dans la nature, il n'est pas le centre du monde et il doit respecter la nature qui l'entoure. Donc c'est clair. Mais c'est bien heureusement que tu as posé la question parce qu'on peut toujours, on sait pas où est la limite. Mais moi, par contre, je l'ai bien, bien, bien intégré. Oui, par exemple, alors, moi, les auditeurs qui m'écoutent, savent aussi que j'ai une relation aux plantes où je parle souvent de signature énergétique. Je sais pas comment toi où tu la places, la signature énergétique, mais il y a une idée, effectivement, qu'on trouve des constances. Mais est-ce que tu penses, toi, qu'on peut aussi, de manière plus individuelle, rentrer en relation avec une plante directement en allant se promener dans la forêt ou un arbre et qu'on peut vivre finalement une forme de guérison parce qu'on le sait aujourd'hui aussi, les plantes, c'est de la supraconscience qui nous phytoscanne, c'est-à-dire qu'elles vont voir aussi nos déséquilibres. Et d'ailleurs, dans la musique des plantes, hein, je vois que tu es aussi branché là-dessus, euh, il y a de plus en plus, par exemple, d'herboristerie musicale en ligne où tu vas te retrouver avec la musique de la sauge. Donc tout ça, c'est formidable, sauf que là encore, on va être sur une musique qui a été enregistrée à un instant T, mais qui n'était pas forcément en relation avec la personne. Or, on se rend compte avec la science, quand on branche sur des plantes, sur des arbres, des petites pinces, et puis qu'on met quelqu'un face à la plante, en fait, elle va envoyer ce qu'on appelle des protéodies, des protéines de mélodie, qui vont finalement réharmoniser un petit peu le champ énergétique de la personne. Euh, donc moi, ça, je trouve ça révolutionnaire parce que finalement, ça rejoint les chamans, ça rejoint les traditions ancestrales où on était encore dans la relation d'esprit à esprit, d'essence à essence. Est-ce que c'est pas ça la médecine de demain aussi? C'est-à-dire qu'on va peut-être même plus être obligé de passer par de la prise orale de médicaments ou tu vois de soins, d'infusions. Alors ça, c'est génial d'avoir des infusions, mais
Est-ce que ça serait pas aussi une invitation à revenir directement en relation avec un autre être vivant, même si on parle pas le même langage, et à se laisser réharmoniser, qui est aussi finalement toute source de guérison passe par le lien, passe par il y a de la dissonance, un peu comme en musique, hein, on a des sons qui peuvent être harmonieux et puis on peut avoir des sons dissonants. Donc dans cette musique des plantes, il y a aussi cette idée qu'elle nous envoie finalement des vibrations propres à chacun sur de, de quoi j'ai besoin sur le moment. Je sais pas si tu vois un petit peu Ici, parce là où que moi j'utilise ça dans ma thérapeutique depuis très longtemps, où je n'utilise plus aucune plante pour les gens. Je leur dis simplement d'aller dans la forêt chez moi, là, ici, et je leur dis, voilà, vous revenez dans 1 heure et vous me dites quelle plante vous a appelé. Et ça nous donne énormément d'informations. Alors pour ce qui est la protéo, parce qu'il y a plusieurs éléments dans la question, on va les prendre les uns après les autres. On va commencer par la première question qui tournait autour de la musique des plantes. Donc, on met en place 2 électrodes sur une plante et on analyse, le type de sonorité qu'elle peut nous offrir en signal MIDI. C'est-à-dire que c'est une interface qui va nous permettre non pas de recevoir du son, mais de recevoir des impacts numériques, et ces impacts numériques, on peut les transformer en musique. C'est ça la protéodie. Donc c'est pas, on n'entend pas la musique des plantes. On a vraiment, c'est musical MIDI, ça veut dire Musical Instrument Digital Interface. Donc c'est une interface qui va être capable de transformer un signal MIDI en signal audio. Voilà. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Ce n'est pas, la plante n'émet pas de son. Elle émet simplement un signal numérique qu'on peut exploiter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport à la place de l'humain par rapport à la plante, les humains sont anthropocentriques. Ils se mettent au centre. Et toujours, il va falloir que ça change. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire, je vais faire des câlins aux arbres. Faut arrêter ces conneries. On va pas faire des câlins aux arbres. L'arbre, lui, il sait pas ce que c'est qu'un câlin. Lui, il va s'exprimer avec vous de sa manière qui n'est pas humaine. Donc, il va pas vous faire un câlin. Ça va plutôt être une différence d'énergie, on sait pas très bien. C'est en évolution, effectivement. Mais il faut pas que l'humain pense que lui, il va avoir une relation humaine avec une plante ou je l'entends trop, ça. Ça, non. Simplement, on se met en résonance, je trouvais bien ce que tu disais, on se met en résonance, c'est ce que je dis aussi, avec les végétaux qui nous entourent. Et ils nous répondent. Et ils nous répondent de plusieurs manières. Ils nous répondent par rapport à l'énergie qui nous retourne. Ils nous répondent par rapport à cet aspect, les plantes se modifient au contact des humains, et dans leur modification ultime, bah, on a un contact qui se crée, hein. C'est comme les différences de potentiel en physique, finalement. Bon, voilà, le fait d'être en rapport avec des végétaux ou avec des animaux ou des pierres, ça modifie je dirais le fond quantique de chacun. Ça, c'est clair. Ensuite, les plantes émettent des substances chimiques et biochimiques. C'est-à-dire que quand vous vous baladez dans un bois, vous avez des essences naturelles qui sont émises, vous avez aussi des pollens qui sont capables de vous provoquer des allergies, ou des lichens sur lesquels vous allez poser les mains et vous allez bien le regretter aussi. Donc, il y a tout un espace à trouver, une connaissance à trouver, un lien à trouver, mais qui sort de la conception qu'on a pour l'instant, pour aller beaucoup plus loin dans cette conception. Après, par rapport à la médecine dont tu parlais, moi, je donne plus rien aux gens. Je leur dis effectivement, allez choisissez une plante qui vous convient, etc. Et après, j'analyse pourquoi les gens sont allés vers cette plante. Donc, d'un point de vue thérapeutique, énergétique, etc. C'est-à-dire que si la personne me choisit un géranium herba Robert, bah, on va vérifier après sur les analyses biologiques ou sur l'imagerie, etc. Il y a quelque chose, des symptômes enfin, vécus par la personne, que peut soigner cette plante, par exemple. Ça, on peut faire ça. Après, il y a un côté effectivement énergétique qui est très intéressant, parce que la personne va se retrouver comment expliquer, en synergie avec la plante, ou alors en opposition totale. Je vois ça aussi, les gens, ils voient une plante et ils la fuient. Ça existe aussi. À l'inverse, ça veut dire que finalement, cette plante donne une information qui leur convient pas, ou la personne donne une information que la plante, voilà. Mais
Il y a quelques, il y a, c'est des Israéliens en fait. C'est l'université de Tel Aviv qui travaille effectivement sur la musique des plantes, sur comment on peut réceptionner le mécanisme ondulatoire et comment on peut le transformer. C'est impressionnant. Maintenant, dire que cette fréquence, parce qu'on a les fréquences bien sûr, va soigner les humains, moi je pense que c'est possible, mais en tout cas c'est encore une vision humaine de ce que pourra nous apporter une plante. Or, faut la voir dans l'échange. Et, moi je compose ma musique d'ailleurs en tenant compte de ces principes. Alors, après, on va vous dire, voilà, il faut ramener la note de la à 436 parce que ça va être mieux et c'est mieux pour l'organisme, etc., pour les plantes, etc. Moi, j'ai observé et je suis pas, Tel Aviv, là, je suis en lien avec eux, ils travaillent là-dessus. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des types de musique qui provoquent la croissance des plantes et il y a des types de musique qui provoquent, au contraire, la souffrance des plantes. Et il faut pas imaginer que si on met de la musique techno à bloc, on va rendre malheureuse une plante et qu'on va la rendre heureuse avec du Jean-Sébastien Bach. Ça marche pas comme ça du tout. C'est très surprenant d'ailleurs. Et, je pense que cette conception-là qu'on découvre dans la musique des sphères de Platon, donc vous voyez, c'est quand même longtemps avant notre ère, et on découvre que on a une vision symbolique qui est comprise depuis 2500 ans, et qui est capable, que les gens ont été capables, enfin que Platon a été capable de synthétiser rien qu'avec l'observation et la poussée de la pensée et de se laisser aller quelque part dans la connexion. On en est là. Donc, il y a une grosse évolution là-dessus, effectivement. Par rapport à la santé, moi, je ne sais pas répondre, mais je pense que c'est pas le plus important là. Ça, c'est par rapport au biotope, c'est par rapport à la alors, il y a une nouvelle science qui s'appelle la neurothéologie, par exemple. Je trouve intéressant, c'est d'essayer de voir si, avec l'environnement, on a des modifications et qu'on pourrait expliquer certains intérêts théologiques ou ésotériques qu'on pourrait avoir en se liant avec des plantes ou avec un ensemble végétal ou minéral d'ailleurs. Donc voilà, les neurosciences dont je parlais tout à l'heure évoluent sur ces sujets. Et là, on met en fait à la disposition des chercheurs aujourd'hui des gens comme nous qui sommes très très, je dirais, branchés vers la tradition et vers la connaissance symbolique. Et en face de nous, on va se retrouver avec d'autres gens qui, eux, travaillent sur la science du cerveau pur et dur. Et c'est l'association de tout ça qui peut faire avancer. Ça, c'est la science. Ça m'intéresse. C'est pas Mmh. l'industrie. Mmh. Précise. Alors, tu disais que les plantes, les arbres émettent des vibrations, finalement, c'est pas du son. Mais on se rend compte aussi que tout est vibration en soi, qu'il y a comme une forme de son primordial. Et puis, quand on regarde un petit peu les musiciens, justement, ou les chamans, il y a chez les chamans le chant diphonique. Il y a aussi des druides qui canalisent des sons des étoiles. Donc, finalement, est-ce que c'est l'humain qui transforme ça en son ou est-ce qu'il y a, selon toi, quand même une forme de musique dans l'invisible et que l'être humain est un instrument aussi qui peut retranscrire par le chant, par exemple, et ça peut donner des virtuoses de musiciens ensuite, mais qui seraient finalement des chamans qui sont capables de se relier à l'invisible à un moment et d'être l'instrument du divin. Il y a plein de manières de se relier à l'invisible et il y a plein de manières de se relier aux plantes. Ce qui est certain, c'est clair et net, je crois qu'on est au moins d'accord sur ce point, c'est que les plantes ne chantent pas et ne parlent pas. Donc, on voit bien que ce n'est pas une vibration sonore directe. Par contre, il y a tout un tas de traductions possibles de la vie qui nous entoure, dont on n'a pas les éléments encore pour l'appréhender. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a déjà il y a les fréquences qu'on n'entend pas, mais on peut quand même les recevoir, même si elles sont infra ou supra. Bon, ça aujourd'hui on le sait les faire, mais je pense que, pour répondre à la question précisément, c'est pas dans ce sens-là qu'on va capter les choses. Ça sera plutôt je crois, en allant vers l'acceptation que
Il y a plein de solutions, il y a plein de choses qui se passent et on n'a pas les moyens de les démontrer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, par rapport à la musique. Heu, En fait, là, je parle pour moi-même, je ne sais pas comment font les gens, mais je parle pour moi-même. J'ai la chance de composer dans la campagne, devant moi, il y a que de la campagne et je crois que il y a un état d'esprit qui se crée au contact de la nature, qui est un équilibre entre différents types de fréquences. Hem, C'est-à-dire que finalement, il y a de l'air, il y a du vent, il y a de la terre et cetera qui modifient complètement notre compréhension, notre entourage, notre environnement et c'est en ça que moi ça me parle plus, vraiment. C'est-à-dire que, je pense que je sais pas comment, je sais pas, comment expliquer ça, mais je pense que c'est, et ça c'est très druidique en f je pour moi, en tout cas, c'est de ne pas chercher à analyser ni à comprendre. C'est pas dire qu'il faut dire, c'est faire qu'il faut faire, en fait. Ce que disaient Expérience. les trucs, faut expérimenter. Et ça, c'est ma grande interrogation et c'est quelque chose que je dis aux gens, c'est, vous pouvez être médium, vous pouvez être, enfin, vous pouvez faire de la gé être géobiologue, non, mais vous pouvez sentir les voies telluriques. Il y a des gens qui sont géobiologues dont c'est le métier, mais chaque personne peut ressentir les ondes de la Terre, les ondes telluriques, il y a pas de problème. Elle peut ressentir, si une plante est bonne ou pas bonne pour elle. Elle peut ressentir des choses et voilà. C'est la confiance qui pose problème. C'est bien ce que j'explique dans mes posts, régulièrement sur YouTube, c'est tout le monde sait peut tout faire. Le problème, c'est qu'à force de dire aux gens qu'ils sont pas capables, ils le font pas et je crois que c'est notre rôle de druide ça, de dire aux gens: «Mais si, vous pouvez. N'analysez pas, ne cherchez pas à comprendre, ça sert à rien, soit on n'a pas les éléments, soit on n'a pas les structures, soit on n'a pas les moyens, soit» mais on s'en fout en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'une plante, elle parle pas? On s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'on va récupérer, ce qu'elle est en canal MIDI, en transformant les signaux MIDI en musique? On s'en fout, en fait. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça nous fait du bien ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça protège ou pas? Est-ce que ça respecte ou pas? Et est-ce que ça nous fait avancer ou pas? Moi, je pense que c'est ça qui est important. Alors moi, je cherche plus à analyser depuis longtemps. Je cherche juste à partager en fait, de dire: «Bah, voilà, moi je sais ça, 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 je veux bien vous l'expliquer avec ce que je sais. Je n'irai pas plus loin parce que, bah, voilà, dans la thérapeutique, par exemple, c'est un truc que je creuse, tous les jours sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt pour dire: «Tiens, comment on peut appréhender, la médecine par les plantes aujourd'hui?» C'est des questions que je me pose tout le temps d'une manière scientifique, pas d'une manière industrielle, on est bien d'accord. Il y a pas que ça soit bien clair et tous les jours, en fait, je me rends compte qu'on sait rien du tout tous les jours. Mais tous les jours, je me rends compte aussi que on a des choses pour faire des choses, alors faisons-les. Eh ben, on va venir un petit peu au concret du quotidien. Justement, je crois que la sagesse des druides aussi, c'est une écologie à la fois intérieure et une écologie du quotidien, puisque finalement, il y a aussi cette sensibilité aux éléments. Par exemple, pour quelqu'un qui en ce moment hein, se sent un petit peu dérouté par ce monde en transition, tu en parles aussi dans tes vidéos YouTube, hein. On a tendance aussi à être happé par tout ce chaos à l'extérieur. Donc, évidemment, il y a de plus en plus de moyens de revenir à soi, la méditation, bah, justement les balades dans la nature. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aussi à quelqu'un qui, par exemple, dans l'environnement où il est, se sent pas bien? Est-ce que déjà il faudrait qu'il déménage? S'il habite en ville, est-ce que Tu parles euh, tu parles de toi là? oh, mais qu'est-ce qu'il est fort! Il fait aussi de la télépathie en direct. Non, mais moi, si je m'écoutais, je serais dans une caravane et je Alors, reprendrais la route. il y a, je vais essayer de répondre le plus modestement possible parce que moi, je ne suis absolument pas là pour donner quelques conseils que ce soit aux gens. Je peux juste partager mon expérience, c'est tout. Donc je vais pas donner de solution, puis ça m'intéresse pas d'ailleurs et puis, ça serait très, 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 prétentieux de ma part. Donc j'ai pas de solution. Mais ouais, voilà, j'ai mes pistes à moi sur lesquelles j'ai réfléchi. Et que je parce que je vois quand même beaucoup de gens qui viennent me voir avec ce type de problématique, donc j'essaye quand même de les aider. Alors, par rapport au monde qui nous entoure, par rapport au chaos qui nous entoure et cetera, moi je dis pas aux gens de déménager, je dis juste aux gens qu'il faut accepter le chaos.
C'est-à-dire que je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise aujourd'hui. Je l'aurais peut-être oublié demain, hein, mais parce que malheureusement, je vieillis et ma mémoire flanche. Mais en tout cas, le chaos est quelque chose de nécessaire, de naturel et d'obligatoire. C'est-à-dire que tous les gens, tous les gens qui refusent le chaos vont à la catastrophe. Parce que ça veut dire qu'ils seront restés dans un modus vivendi qui fera qu'ils seront dans leur vie, mais ils seront à côté de leur vie. Donc, première chose, prendre conscience du chaos qu'on peut vivre. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, je suis à côté de mes pompes. C'est ça que tu dis. Je sais plus où j'en suis, je sais pas pourquoi, etc. Je me sens bien, je vais bien. C'est pas un échec, tout va bien, mais il y a un truc qui va pas. Voilà. Ça, c'est le chaos qui arrive. Il débute comme ça. Je parle pour moi-même, hein. Donc, une fois que vous sentez ça, il y a une petite voix qui vous dit, ah non, mais mon pote, là, si tu continues comme ça, là, tu vas te casser la gueule. Et si on n'écoute pas, bah, il arrive des problèmes, la maladie, les accidents, les machins, etc. Donc, il faut revenir, il faut se recentrer et se dire, merde, finalement, je suis dans une vie qui est 90% en apparence vachement bien, mais ce qui me manque est pas 10% en fait. C'est énorme. Donc, il faut créer la rupture. Et ça, c'est le deuxième point. Et après, il faut accepter la transformation. La rupture, c'est une rupture intérieure. Et c'est ce que tu as dit, et c'est ça qui est vachement important. C'est pas de se dire, je vais changer de maison, je vais changer de partenaire, je vais aller dans une caravane, comme tu dis, etc. Tu pourras toujours déplacer ton corps où tu veux, tu déplaceras pas ton esprit. Lui, va continuer à vivre de la même manière. Donc, il faut falloir que tu changes autre chose. Et cette autre chose, elle est d'abord, elle est dans la confiance. Il faut trouver la confiance. C'est-à-dire, il faut se dire, oui, ok, je note qu'il y a un chaos, je l'accepte. Et maintenant, je me transforme. Ça va pas se faire en une journée. Il va y avoir des échecs, mais j'accepte de me dire que je suis pas dans la vie qu'il faut, en fait. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut essayer de définir pourquoi je suis pas dans la vie qu'il faut. Donc, en général, ça, c'est assez simple. C'est soit le boulot va pas, soit le conjoint va pas, soit l'habitat va pas, soit tout va pas, ou soit aussi les gens qui ont des gros problèmes d'argent, de famille, etc. Ça arrive aussi. Et ça, malheureusement, bah, là, comme disaient les anciens, ils me disaient, tu sais, Pascal, quand il n'y a pas de sous dans la maison, c'est le diable qui est dans la maison. Et je pense que les phénomènes économiques faut quand même pas les négliger. Mais une fois qu'on a, qu'on a analysé tout ça, on accepte cette rupture et là, on va se modifier. On va modifier, on va faire une transformation. Et c'est là que c'est vachement important d'avoir une main tendue. J'appelle ça le passage entre airs. Donc le passage, c'est pas un pont, c'est juste c'est une barque qui vous entraîne en fait. Hein, c'est le passeur quoi chez nous. Et donc vous allez franchir ce passage. Et il y a une main qui vous est tendue qui s'appelle l'ésotérisme ou qui s'appelle la religion, la spiritualité, ce que vous voulez. Et c'est là que c'est très important de dire aux gens, bah écoutez, moi je suis druide, je vis avec ça, mais vous, on s'en fout. Vous allez peut-être rencontrer, je sais pas, le ciel qui vous parle. Prenez ce qui vous parle, allez vers ce qui vous entraîne, et à partir de là, donnez de l'importance à ce qui vous occupe. Et Ce qui vous fait vibrer, quoi. et après, on sait très bien, que la moitié c'est ça et l'autre moitié c'est la rencontre. C'est-à-dire que les gens se satisfont d'une vie classique, et puis, bon voilà, il y a une routine qui s'installe et puis, cette routine et ben, elle apporte pas tout, elle est compliquée, on veut pas la remettre en cause et cetera. Donc, c'est tout ça en même temps, mais c'est de toute façon d'accepter la transformation parce qu'elle est nécessaire, c'est pas un échec. Vivre le chaos n'est pas un échec. Oui, je suis bien d'accord avec toi, c'est un peu comme la graine, C'est quand la elle petite doit voix, avoir en de la fait. pression de la graine et il y a quelque chose qui Voilà, éclot. c'est la vernalisation, en fait. On pourrait Mmh. dire, en termes de botanique, où, pendant l'hiver, il faut qu'il y ait du froid pour que la graine puisse germer. Ouais. Bah, c'est Mais ça, en tu fait. avoueras que sur des sols de plus en plus dénutris, même si, on va aussi tout mettre en place pour écouter nos propres désirs, on se retrouve aussi face à des forces, j'ai envie de dire justement industrielles qui de plus en plus empoisonnent l'air, empoisonnent les sols. On a quand même un empoisonnement de notre matrice qui est la terre nourricière en fait,
Je pense que tu dois être sensible à ça aussi parce que tu l'as vu, la transformation de la paysannerie ancestrale, Ah, carrément, traditionnelle. oui, oui, bien sûr, bien Donc, sûr. tu vois, on se retrouve aussi un petit peu encerclé avec cette question, est-ce que je dois me retrancher près des forêts pour avoir encore quelque chose de pur à respirer? Parce que là, bon, moi ça va, je suis à côté des Vosges, mais je pense à ceux qui habitent dans les métropoles, qui ont des métiers justement qui leur rapportent un confort économique, mais qui se retrouvent à respirer de la pollution tous les jours. Il y a aussi quelque chose de systémique qui fait une pression, mais je ne sais pas si ça va vraiment nous permettre de renaître, tu vois. Alors la 1re chose, c'est qu'on y participe tous. Donc, il faut et c'est à chacun de se remettre en cause. Là, on est en train de partager des posts là, il y a de l'IA derrière qui prend de la ressource. Il y a l'internet, il y a des ordinateurs, il y a des semi-conducteurs, il y a tout un tas de structures. Il y a un micro avec des particules, j'en sais rien moi, tout ça et ça, on est bien content de l'avoir. Téléphone portable et cetera. Donc on participe, hein, clairement, mais on dit toujours: «Oh bah, ça se passe ailleurs». Voilà, donc la 1re chose déjà, c'est il faut qu'on soit modeste, c'est on est responsable et on est tous responsables. Après, dans ce cadre-là, on peut pas s'extraire de la civilisation, donc on utilise les outils qui sont là parce que c'est comme ça. Bon, très bien. Après, quelle démarche peut-on faire? Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de chacun peut réfléchir à la démarche qu'il va pouvoir engager pour modifier son environnement. Alors, quelqu'un qui est en ville, il est en ville, il est en ville, voilà, il a des inconvénients, des avantages et cetera. C'est pas pour autant qu'il puisse pas vivre le changement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est 80 des gens qui vivent en ville, donc de toute façon, ça concerne à peu près tout le monde aujourd'hui, donc bah, on fait avec. Après, je pense que si chacun, réfléchit, bah, il va aller vers quelque chose de possible pour lui et c'est ça qui est important, c'est de diriger les gens vers quelque chose, enfin de les orienter, de les aider vers quelque chose qui est possible pour eux et vivre dans un milieu urbain, c'est pas une tare, c'est pas un échec. Malheureusement, on va tous y être. On va tous y être à la fin. Donc, c'est une structure humaine qui malheureusement s'est imposée. Bon, après, il faut aller le plus possible dans les campagnes pour essayer de respirer. Mais vous savez, l'air des campagnes, moi j'habite au bout de rien. Si je fais le total de ce qu'il y a comme pesticides de balancer dans les champs environnants, je les vois de temps en temps. Et il faut pas me dire que ça reste dans le champ qui est à côté, ça se balade. Quand vous voyez comment l'industrialisation des campagnes, etc. Donc, c'est moins, mais on a aussi des inconvénients. Donc, je pense que cette mutation dont on parle, c'est une mutation que chacun peut entreprendre. C'est pas lié qu'à son lieu. Maintenant, si on est à la campagne et s'il y a pas de pesticides, c'est quand même mieux. Oui, donc un druide des temps modernes peut aussi s'engager en faveur d'une agriculture respectueuse du vivant. Enfin, je veux dire, Ah, voilà. c'est pire que ça. C'est que moi, je viens de ça. Mes parents étaient agriculteurs, donc je connais cette agriculture et je sais très bien que l'agriculture qui est produite actuellement est une agriculture qui ne correspond pas du tout ni à la terre, etc. Mais même pas au rendement en plus. Alors après, Mhm. ça change, ça commence à changer. Ouais, Euh, en Bretagne, hein, beaucoup, hein. Il y a Et des... vous savez pourquoi en fait? C'est des raisons économiques. C'est-à-dire que les pesticides, ça coûte cher, les gros tracteurs, ça coûte cher et cetera. Donc les gens se disent: «Oui, mais attendez, peut-être on peut refaire de l'agriculture de manière différente». Maintenant, je vois bien aussi que les agriculteurs qui sont engagés, dans un processus, bah, c'est difficile de revenir en arrière parce que il faut du temps et à l'inverse, pour faire de l'agriculture bio, il faut du temps parce qu'il faut être sur des terrains, faut un certain temps Mhm. pour que Pour les régénérer. terrains soient clean, et cetera. Donc, pour moi, il y a pas de bonnes choses et de pas bonnes choses. Il y a des gens qui veulent bien améliorer ce qu'ils sont. Mhm. C'est ça qui est important. Justement, par rapport à l'élément eau, on sait on est quand même constitué de beaucoup d'eau. Par rapport à l'eau du robinet actuellement, elle est pas très saine si on n'a pas de filtre. Est-ce que tu as un conseil, toi? Est-ce que par exemple tu remagnétises ton eau ou est-ce que c'est important pour toi, l'eau? Ah oui, c'est important, oui, bien sûr. Alors moi, j'ai tendance à utiliser plutôt de l'eau du robinet filtrée. Voilà, moi j'aimerais bien, utiliser de l'eau, du puits et cetera. J'aimerais bien. C'est un peu compliqué parfois, et puis, je vis pas toujours au même endroit, donc moi j'ai tendance à prendre les eaux du robinet, donc à la campagne ici,
et de le filtrer. Après, en ville, quand je suis en ville, c'est un peu plus compliqué parce que je trouve quand même les eaux sont particulièrement, de mauvaise qualité. Donc là, il m'arrive d'aller acheter des bouteilles d'eau, mais c'est complètement débile. C'est des plastiques, c'est des machins. Je là, je sais pas trop quoi répondre, de temps en temps, je prends un verre de vin pour avoir moins d'eau. Mais Oui, non, tu la tendance à mais l'être. mais je pense que, il y a là non plus, il y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut aller vers, parce qu'il y a pas que l'eau qui nous constitue, en fait. L'eau qui nous constitue, c'est une eau qui a une structure, enfin, c'est reste de l'eau, mais elle a une structure différente et il faut pas oublier tout ce qui est oligo-éléments, transmetteurs et cetera, enfin, tout ce qu'on a dans notre corps. C'est pas que de l'eau, quoi, même si on est constitué de beaucoup d'eau, effectivement, mais je pense que notre corps filtre d'une certaine manière l'eau aussi, et heureusement. Maintenant, je sais pas quoi répondre. Je pense que le mieux, c'est de prendre l'eau le plus profondément possible et de la faire filtrer par la terre et de la récupérer en haut. Donc ça veut dire, un puits de bonne qualité, mais je sais pas, quand je vois là, avec la pluie qu'il y a eu, cet hiver, les nappes ont monté. Et vous savez qu'en Bretagne, on n'a pas de nappe phréatique très profonde, en fait. Comme le sol est granitique, l'eau, l'eau stagne l'eau très vite, les niveaux montent très vite, et donc on se retrouve avec des eaux de pluie qui se mélangent, avec, l'eau. Je vois bien dans la rivière, le puits, et cetera, et là, les eaux étaient pas d'une qualité extraordinaire, même les eaux naturelles, en fait, hein. Donc, après, il y a tout le problème, chimique, mais il y a aussi le problème bactériologique, avec les eaux. Donc là aussi, faut être vachement vigilant, quoi. Oui. Oui, parce que moi j'ai cette tendance à penser justement que plus on a un corps cristallin, en tout cas, tu vois, enfin les processus, je pense, dans la médecine aussi celte, bah, par les plantes, on fait naturellement un nettoyage de printemps. On a dans les plantes comestibles, par exemple, l'ortie qui repousse au printemps, qui nous aide aussi à clarifier nos eaux internes. Mais aussi, ça fait de nous des meilleures antennes pour recevoir Oui, aussi. clairement, bien sûr. Mais alors là, c'est différent parce que là, c'est la prise de principe actif. C'est-à-dire que le l'ortie, c'est comme si on prenait un produit, chimique, en fait, enfin chimique naturel, mais d'origine chimique, j'entends. C'est on prend quelque chose. Les principes actifs de l'ortie et des plantes en général, ce sont des principes actifs. Donc, c'est, hem, c'est une autre question, en fait. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'eau là, on est dans l'eau qui sert à faire l'infusion soit ou la soupe, mais on est quand même en rapport avec la chimie du vivant, et je pense que, pour moi, en tout cas, je pense que c'est une solution super intéressante pour effectivement, traiter, comme diurétique ou comme anti-inflammatoire, très bien. Mais on reste quand même dans une vue assez classique de la thérapeutique, à savoir, même une plante, c'est quand même du principe actif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je pense que tu en as vu beaucoup. Qu'est-ce qui t'émerveille encore aujourd'hui? Tout, en fait, tout. Alors moi, ce qui m'émerveille, alors là, ça, je le dis tous les jours, donc et j'ai plein de témoins. Moi, la première chose, je me lève le matin, je suis en vie, et surtout en santé convenable, en bonne santé, pas tout le temps, mais convenable. Ça, c'est une chance inouïe, déjà. Donc ça m'émerveille, forcément. J'ai la chance de vivre dans un terrain, qui était à mes parents, et donc c'est un bois dans lequel j'ai planté ce que je voulais. Je trouve que ça m'émerveille aussi. Après, des fois, je suis derrière mon café pendant 2 heures le matin, ça m'émerveille aussi. Je sais pas, je m'ennuie jamais, à peu près tout m'émerveille, et ça m'arrive de grogner aussi, hein, comme tout le monde, en disant: «Bon, oh merde», des fois j'en ai ras le bol. Moi, ce qui me fatigue, en fait, c'est l'administration. C'est-à-dire, la paperasse permanente pour déclarer 10 fois la même chose à 10 organismes différents, et quand vous le faites pas, vous avez la pression, il faut faire les déclarations, les machins. Ça m'épuise parce que je trouve que c'est une perte de liberté et d'indépendance. Et ça, c'est comme ça. Maintenant, heu, ce qui m'emmerde, c'est de pas être émerveillé par vraiment tout, et qu'il y a des choses qui m'empêchent d'être émerveillé et de perdre du temps avec des trucs sans intérêt que je suis obligé de faire parce que sinon, voilà. Et moi, j'ai hâte de la dématérialisation qui fera qu'on nous demandera pas 10 fois la même chose. Sauf que plus ça dématérialise, plus c'est compliqué parce qu'on nous demande de plus en plus de déclarations.
Donc je ne comprends pas, en fait. Moi, je comprends pas. C'est qu'avant, vous receviez votre facture ou vos factures, vous payez vos factures, je sais pas, voilà. Maintenant, faut rentrer un RIB, ça met 2 jours, faut que la banque confirme. Bah, bientôt, ça sera sur des plateformes pas possibles. Puis après, ça, il faut le déclarer. Puis dans la déclaration, il faut ventiler ci et ça. Puis dans la ventilation, il faut faire ça, ci et ça. Puis après, on vous dit, mais vous avez déclaré ça, mais c'est pas la bonne case. C'est un monde débile, quoi. Et ça m'énerve, vraiment. Mmh. Et je Mmh. me mets à la place des gens. Maintenant, je suis émerveillé par tout. Ton élément préféré? Mon élément préféré, alors, mon élément préféré près duquel il faut absolument que je sois, c'est la mer, c'est l'eau. C'est-à-dire que je pourrais pas vivre dans un terrain sec, il me faut de l'eau, il faut qu'il y a de l'eau. D'accord, Maintenant, donc je vais jamais me baigner, j'ai pas le temps, mais je regarde souvent la mer, il faut qu'elle soit là, quoi, voilà. d'accord. Oui, donc tu es bien placé et ta forêt de prédilection? La forêt de prédilection, bah, c'est où je suis, en fait, parce qu'elle est pas grande, hein, elle est pas grande, enfin, je veux pas me plaindre non plus, mais c'est mes parents qui ont planté ça il y a et moi, on a planté ça il y a longtemps. Ça fait 2-3 hectares et ça, c'est ma forêt de prédilection, carrément. Mais ma forêt de prédilection, c'est les gens, hein. Je trouve que les gens sont comme les arbres, en fait. Ils sont des créatures, autour de nous. Moi, je ne comprends pas que quand on croise des gens, ils disent pas bonjour, quoi. Je comprends pas. Les arbres, ils me disent bonjour quand je vais les voir. Pourquoi les individus, ils se disent pas bonjour? Alors, je comprends pas ça non plus, mais bon, ça, c'est autre chose. Et puis le problème, c'est que si on fait pas gaffe, on fait pareil, quoi. Donc je crois qu'il faut garder cette forêt des gens, voilà, je dis souvent, pour quelques emmerdeurs, il y a 90 de la population, 95 est super et des fois on n'est pas attentif à eux. Oui. Oui, de moins en moins aussi avec, les téléphones, hein. Alors ça, Il y a c'est un plus en pro plus de gens qui se baladent en regardant leur téléphone en marchant, hein. clairement, clairement, oui, oui, oui. C'est un post que j'ai fait, c'est le dernier post que je fais en fait, c'est que dans le chaos, les gens, ils ont plus le retour. C'est-à-dire que ils vont émettre quelque chose, ça va arriver au téléphone de quelqu'un d'autre qui va répondre et la personne va être toujours avec son téléphone. Elle aura pas la personne, elle aura pas le retour et et c et ça m'émerveille pas par contre, pour répondre. Oui, bien sûr Mais et bon, moi, je suis plutôt heureux alors donc d'une je là, j'ai pas tellement, j'ai pas j'ai le minimum largement pour être très bien. J'ai pas tellement de recherches autres. En fait, ça m'intéresse bien de pouvoir, faire ce que je fais. J'ai la chance de pouvoir faire, plein de trucs, d'écrire mes articles, mes bouquins, faire ma musique, mes concerts, voir des gens, tout et je peux pas enfin, je peux pas trop rêver mieux, en fait. mmh donc tu as jamais quitté la Bretagne finalement? Alors, j'ai jamais vécu en dehors de la Bretagne. D'accord, C'est oui. quasi impossible. En revanche, je me balade beaucoup dans le monde. Mmh. Enfin, bon, beaucoup, heu, plutôt en Europe maintenant, mais par ma musique, je suis allé beaucoup, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud et cetera. Maintenant, mes voyages, c'est plus vers, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suisse et cetera. Mais, puis aussi, dans le pays qui nous sépare de la Belgique, c'est la France, hein, je crois, hein, de l'autre côté de la Bretagne, là, il y a un pays entre les 2 là. Heu, je rigole mais j'aime bien aussi, j'aime les gens quand ils m'invitent pour faire des conférences ou des formations, partout, j'y vais avec plaisir, quoi. Mais, j'aime bien partir, mais très vite, j'aime bien revenir. Est-ce que tu penses que la Bretagne, elle a un peu un rôle, u tu vois, un peu comme il y a des terres sacrées qui ont aussi, une vibration particulière, donc ce besoin aussi parfois d'aller sur des lieux comme si on était magnétisé par des terres, parce qu'elles ont quelque chose de particulier, donc qu'est-ce qu'elle aurait pour toi la Bretagne à offrir, à la France L au moins? Là, c'est dangereux de me poser cette question parce que, évidemment, moi, je passe mon temps à aller sur des lieux en Bretagne partout depuis des années et je suis loin d'avoir fait, le quart de la moitié du tour, mais tout est beau en Bretagne. Tout est beau, tout est, ça il y a comme vous dites, ça la résonance, elle est partout, c'est incroyable, quoi, c'est juste incroyable. Après, c'est aussi, c'est un peu chauvin peut-être, hein, je suis peut-être un peu chauvin, mais je dans d'autres régions où je vais, je vois que les gens qui, eux, sont natifs de leur région ont la même sensation que moi par rapport à la mienne.
pour répondre par rapport à la Bretagne, moi, je trouve que c'est une région incroyable. Mais il faut pas trop le dire parce que bientôt, déjà, ça commence à être compliqué ici. Donc, Il y a de c'est plus en plus compliqué. Alors, ça fait augmenter le prix des terrains. Il y a de plus en plus de gens. La circulation est de plus en plus difficile. Voilà, je sais pas, ça devient un peu compliqué, malheureusement. Oui, quand je suis partie en Chine, là, en octobre dernier, je suis tombée sur un monsieur qui retournait en Chine, mais qui vivait en Bretagne depuis des années. Alors voilà, moi je rêvais du Japon, tu sais, puis lui, rêve de la Bretagne, quoi. Donc on est toujours aussi attirés un peu Moi, je rêve par de la Bretagne, en fait. ouais, bah voilà, bah c'est bien. Tu ton rêve est devenu réalité depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Eh ben, merci, on est déjà à 1 heure. Merci pour toutes De tes rien, de rien. tes Alors après, il faut prendre ce que je dis avec la distance nécessaire, hein. Moi, je parle de ce que je vis, j'ai pas de vérité à donner, c'est mon expérience. Si les gens, ça leur donne du plaisir à réfléchir, bah, je serais très content, mais je demande à personne d'être d'accord avec ce que je pense ou ce que je dis, hein, que ça soit, oui, c'est un bah, je partage, trouve que quoi. c'est justement, bah, ça sera ma dernière question. Je trouve qu'il y a tellement d'humilité dans ce que tu dis et en même temps, on serait même attiré finalement à venir vers toi parce qu'on sent qu'il y a pas d'emprise et ça, c'est vrai qu'avec la notion du maître spirituel, il y a aussi, tout ce que ça peut amener comme peur d'être, abusé, tu vois? D'être un peu sous Bah, en contrôle. fait, je dirais, ça va même plus que ça, c'est que j'ai tendance à quasiment pas répondre, en fait, pour ne pas, parce que, d je vois autour de moi des gens qui essayent de mettre de l'emprise sur les autres. Ça existe et ils vont accuser les autres de le faire, bien entendu, pour se dédouaner. Les il y a Vous savez, les gens qui sont bien, c'est les gens bien et les gens qui sont pas bien, c'est les autres. Ça, moi, je suis très vigilant là-dessus. Ça veut dire que, moi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à prouver et j'ai aucun pouvoir à mettre sur rien. Et je pense que c'est pour ça que je suis heureux parce que on peut pas m'enfermer dans une case et je dis toujours: «Une forêt, on l'enferme pas», quoi. Donc voilà. Mais cette notion de pouvoir-là qui existe, hein, que je vois autour de moi, c'est un vrai problème. Et moi, j'ai tendance à prendre le contre-pied et c'est un peu dommage parfois parce que les gens m'envoient des messages et quand je vois un petit doute, je réponds pas forcément toujours parce que je me dis: «Je comprends pas», parce que c'est dans les 2 sens que ça se passe. C'est-à-dire que nous, on peut se faire happer aussi par des gens qui, viennent vers nous et qui en profitent. Donc faut qu'on reste vigilant. C'est compliqué pour tout le monde ça. Très compliqué. Je suis d'accord j'ai pas la réponse, forcément. Moi, je pense que j'essaye de plutôt aller vers les gens que je croise, plutôt que les gens qui m'envoient des messages des fois sur internet où, j'en ai beaucoup, hein, j'en ai des centaines toutes les semaines. Donc déjà, je peux pas répondre à tout et je m'en excuse, mais il y a des fois des trucs, je peux pas répondre, quoi, parce que ça va trop loin, c'est des questions trop intimes que les gens me posent par rapport à eux-mêmes, j'entends. Ou alors, les gens me prennent pour ce que je suis pas, quoi. C'est-à-dire que je veux pas non plus, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quelques possibilités je sais pas, de lien avec l'autre monde, sans doute, et je peux aller vite là-dedans, mais c'est quelque chose qui me sert plus dans le soin quand j'ai quelqu'un, en visite, quoi, sur un rendez-vous de travail ou dans une conférence. Mais, je sais pas répondre à ça, c'est compliqué donc, je je sais pas. Je pense que le druidisme, c'est pas pour prendre un pouvoir et c'est quelque chose contre lequel je me bats en ce moment d'ailleurs, en particulier dans le druidisme. Il y a trop de gens qui cherchent à avoir des pouvoirs et sous prétexte qu'ils aient des pouvoirs, les autres sont des mauvais et ça, c'est insupportable. Mmh. Bah, merci. Merci de Et mettre en valeur. le positif, c'est que justement, parce qu'on va finir sur une note positive, je trouve ça, faut pas qu'on vous savez, dans le rituel, il faut toujours le clore bien avec les dieux et tout. Donc je vais Gratitude, rajouter ouais, une petite note, positive qui pour moi est importante. C'est que, je suis dans le partage de l'expérience et ça, on peut le partager, par les posts, à distance et cetera, parce que c'est du témoignage, en fait. c'est ça. Et ce qui fait aussi que les gens, quand ils découvrent aussi peut-être les vrais visages de certains, maîtres spirituels, ce qui fait qu'ils sont déçus, c'est un peu qu'on attribue cette figure du père, qu'on idéalise, mais c'est aussi parce que
parfois on a tout projeté C'est sur ça, l'autre, alors que c'est ça. finalement, ce que ça nous renvoie comme leçon, c'est déjà, tu dois valider, toi, les enseignements par l'expérience Oui, de, de ton être, quoi. Pas oui, boire et croire sur parole, en fait. Fais ouais. ton expérience par toi-même. Donc, c'est un peu ce que tu nous dis depuis le début. En Tu es fait, dans les... je pense que c'est le témoignage des gens qui peuvent vous entraîner à, vous mettre sur une voie en vous disant: «Moi, j'aimerais bien être comme celui-là ou comme celle-là» ou «J'aimerais bien partager quelque chose avec cette personne». Ça oui, ça c'est à mon avis, ça c'est positif parce que bon voilà, il faut bien rencontrer des gens dans la vie aussi et donc c'est tout à fait naturel. Après, ce que je pense, c'est qu'il faut rester dans son expérience. Les gens n'ont pas confiance en eux et du coup, je reviens à ce que j'ai dit déjà tout à l'heure et que je dis dans mes posts en permanence, c'est qu'on manque de confiance en nous. On est tous pareils. On fait pas les choses parce qu'on se dit qu'on va rater et on va voir les autres parce qu'on pense qu'ils sont mieux que nous. Mais non, non, nous moi j'ai mes qualités, mes défauts, je suis mieux que personne et j'ai pas du tout envie d'être mieux que les autres, j'ai envie d'être comme les autres et dans le comme les autres et ben, il y a, témoignage, moi je suis là-dedans, je vis ma mon rapport avec l'au-delà et le druidisme et cetera et j'ai plaisir à le partager. C'est un peu mon, on va dire mon monde et je sais faire ça donc ben, il faut que les gens en profitent. C'est où je sais faire de la musique mais peut-être je sais pas, je sais pas, faire un mur en plâtre, j'ai un peu de mal, placo ça va mieux, mais voilà, c'est chacun ses chacun ses compétences. Oui. Alors, par rapport à tes actus, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver là bientôt? Si on veut faire un concert peut-être? Alors, non, alors, demain je suis au salon du livre de Vannes, qui est un gros salon, donc de voilà, mais bon demain c'est je sais pas si le post sera en ligne, mais enfin en tout cas, demain ça sera un demain, voilà. Dans 2 semaines, je fais une rencontre pour le solstice d'été, heu avec une conférence. Au mois de juillet, je serai à Lannion pour, pareil, une rencontre comme ça avec, tout un tas de gens. Ça sera pour la deuxième fois et surtout, je vais sortir un nouveau bouquin qui sort le 3 septembre et je suis en train de commencer à travailler sur un nouvel album qui sortira qu'en vinyle et sur les plateformes d'ailleurs et donc je suis un peu dans le boulot là, quoi. OK. Donc j'ai tendance à donc j'ai quelques trucs super bien. Je suis très sélectif maintenant, c'est-à-dire que je passe de moins en moins de temps à perdre du temps, je crois. Donc je sélectionne les choses et j'essaye d'épargner du temps pour pouvoir, aboutir, voilà et je peux pas dire quel est ce livre et on en parlera bientôt, parce que ça, l'éditeur me demande d'attendre, je Garder le pense. mystère? Ben, je pense qu'ils veulent voir, parce que je vais rendre le texte là, je pense qu'ils veulent voir aussi, quel est le texte que j'envoie quand même avant de dire, les quand que le nom du bouquin et de faire toute la com quoi. Mais bon, je pense que ça ne saurait tarder. Bon, bah, ça sera l'occasion de te réinterviewer dans quelques mois, pour parler de ton livre que Bah, j'achèterai. ça pourrait être la continuité de ce qu'on aura dit aujourd'hui effectivement. Merveilleux. Merci beaucoup De Pascal rien, Lamour. de Je rien. mets, vous avez le site internet, tu as un site internet? Oui? Oui, OK, voilà. pascallamour.bzh.com.fr, ce que vous voulez. On De toute met le façon, lien en bas dans la faut description taper Pascal Lamour sur Google et puis vous arriverez toujours, quelque et part. sur ta chaîne YouTube aussi. À bientôt, merci pour votre écoute et puis n'hésitez pas à partager ce podcast, si vous pensez qu'il peut être utile autour de vous.